Situé aux confins de la Guinée, du Libéria et de la Côte d'Ivoire, regorge des minerais de fer. Toute exploitation minière sur ce site nécessite une étude d'impact environnemental sérieuse. La journée internationale Nelson Mandela Day est célébrée le 18 juillet de chaque année afin de commémorer la contribution de ce grand homme militant de la cause anti-apartheid et premier président noir d'Afrique du Sud. À la Blue Zone de Kaloum, des personnes porteuses de handicap prennent leur destin en main et se battent pour sortir de la pauvreté en s'investissant dans la cordonnerie. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Baisse du prix du carburant, les négociations se poursuivent pour une sortie de crise favorable. En effet, le médiateur de la République a rencontré les syndicats ce samedi au ministère de la fonction publique. Mohamed Saïd Fofana reste confiant. On écoute le médiateur de la République. À la demande, n'est-ce pas, de toutes les parties, une rencontre s'est tenue aujourd'hui et c'est une victoire, un premier pas. Les parties ont échangé sur tous les sujets et en définitive, ils ont demandé qu'ils aillent à la base pour aller rendre compte, concerter et très certainement à partir de lundi pour que, n'est-ce pas, les discussions se poursuivent. Les discussions sont passées dans un climat de confiance et vraiment tout était dans la convivialité et j'espère que dans les jours à venir, les choses vont se clarifier. Et puis je reçois sur ce plateau le président de l'Union des transporteurs, le porte-parole de l'Union des transporteurs routiers de Guinée, M. Youssouf Kamara, pour une déclaration. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Déclaration de l'Union nationale des transporteurs routiers de Guinée. Citoyennes et citoyens de Guinée. L'Union nationale des transporteurs routiers de Guinée, au nom de son président El Hadj Oumar Cissé, informe des citoyennes et citoyens de Guinée qu'elle invite tous les transporteurs routiers de Guinée à assurer le déplacement des populations ainsi que des travailleurs par des services de transport de qualité sur tous les annexes routiers de la République de Guinée, au motif de ne pas reconnaître la grève déclenchée par la CNTG et l'UGTG pour cause d'augmentation des prix du carburant. L'Union rassure des usagers de sa volonté d'application du nouveau barème de tarifs répondant aux normes de sauvegarde des intérêts des populations et des travailleurs de Guinée. L'Union apprécie les efforts du gouvernement et le remercie pour la suppression des barrages routiers non conventionnels, à l'exception des barrages stratégiques qu'elle considère comme manifestation de sa volonté d'accompagnement de la hausse des prix par des mesures d'allègement. Vive la sécurité, vive la paix, vive la Guinée, Conakry le 21 juillet 2018. Le porte-parole, M. Youssouf Kamara du BBC. Merci. Cet autre communiqué. Suite à la hausse actuelle du prix du carburant, l'Association des cimentiers de Guinée, soucieuse du bien-être de ses clients et pour respecter une de ses valeurs qui est la proximité, a décidé de maintenir le prix du ciment afin de participer à la cohésion sociale et surtout de jouer son rôle d'entreprise citoyenne. Ont signé le président des cimentiers de Guinée, directeur général de Guinée Industrie Ciment, Adel Fakridine, et le premier vice-président des cimentiers de Guinée, directeur général de CIMAF, Touré Aboubakar.
Le site est classé réserve de biosphère et site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Les monts Nimba regorgent aussi d'importantes réserves de fer. Toute exploitation sans étude d'impact environnemental affectera dangereusement cette diversité écologique rare au monde. Comment trouver donc l'équilibre entre protection de l'environnement et exploitation minière? La réponse dans ce reportage de Mohamed Alpha Baldé. À 1752 mètres d'altitude, il tutoie les nuages. Véritable scandale géologique, les monts Nimba sont aussi un scandale écologique. Le site est classé réserve mondiale de biosphère par l'UNESCO et regorge de nombreuses espèces endémiques comme les célèbres crapauds vivipares. Très riche en minéraux de fer, l'exploitation prochaine du site par la Société des mines de fer de Guinée pourrait affecter sa diversité écologique. De nombreuses études d'impact environnemental et social sont en cours pour minimiser d'éventuels effets négatifs graves sur l'environnement pendant et après l'exploitation. Quand on parlait des monts Nimba, tout de suite là, tout le monde pensait aux crapauds vivipares. Avec les études poussées qu'on a menées pendant nos études d'impact environnemental et social, on a trouvé qu'il y avait aussi d'autres espèces qui étaient endémiques pour le Nimba et qui posaient même de problèmes plus que les crapauds vivipares. Quand tu prends par exemple au niveau des chauves-souris, on a trouvé des espèces qui étaient endémiques seulement là à Nimba. Cette classe, on a trouvé aussi des nouvelles espèces non seulement pour la science, mais ils n'étaient pas aussi inventoriés ici en Guinée. Ils ont envoyé beaucoup d'échantillons des espèces endémiques pour leur identification. Parce que pour conserver une espèce, il faut la connaître. Ils ont envoyé beaucoup d'échantillons sur des espèces de flore et de faune, mais qui n'ont pas encore de suite. Mais je sais qu'après les analyses, les identifications, ils pourront prendre des mesures correctes, des mesures de conservation qui pourra vraiment permettre aux espèces-là de résister ou bien d'être en vie pour ne pas disparaître. En visite de travail dans la région, une délégation du ministère en charge de l'environnement, conduite par le patron du département, vient échanger avec les promoteurs du projet sur le niveau d'avancement des travaux qui permettront une exploitation soucieuse de l'environnement. Ils ont déjà traversé plusieurs étapes d'études, mais ils ne sont pas au bout. Ils continuent à faire des études. Donc, globalement, on a été satisfait des explications techniques dont on a bénéficié. La qualité de la présentation, quand même, nous rassure. Et nous sommes sûrs et certains, avec l'appui de l'autorité locale, ils pourront mener ces études-là jusqu'à bout. Et encore autre chose qu'il faut signaler, ce qui m'a beaucoup d'ailleurs satisfait, c'est l'accompagnement qu'ils apportent auprès de nos communautés villageoises ici. Ils ont construit des forages depuis des écoles. Pourtant, ça ne fait pas partie du contenu local puisque nous ne sommes pas à la phase d'exploitation. La valorisation du fer des monts Nimba, dont l'exploitation durera pendant plusieurs dizaines d'années, est un véritable défi écologique que le département de l'environnement et la SMFG comptent relever. Dans le monde paysan, le programme Farmer to Farmer relance la formation agricole en Guinée. Les acteurs impliqués dans le secteur se sont récemment retrouvés à Kindia pour un partage d'expériences et de stratégies. L'idée est de capitaliser les acquis de ce programme. Komara Moussa, Seydou Diallo. C'est une rencontre de partage d'expériences et de capitalisation des acquis du programme Farmer to Farmer. Autour de la table, les responsables des écoles nationales d'agriculture et d'élevage, d'instituts agronomiques et d'organisations fêtières. Au menu des discussions, l'évaluation des succès et faiblesses du programme afin d'améliorer la formation agricole en Guinée pour les 5 prochaines années. Phase actuelle de ce programme-là fini en septembre. Et avant de lancer la nouvelle phase, nous avons jugé opportun de mettre ensemble les partenaires, les autres bénéficiaires, pour tirer les leçons de ce programme qui finit. C'est-à-dire savoir quelles ont été les réussites et les faiblesses, les forces et les faiblesses
comment améliorer le programme futur. Les questions liées à l'aviculture, la pisciculture et les bonnes pratiques agricoles sont passées en revue pendant cette rencontre. Le ministère de l'enseignement technique professionnel bénéficie de ce programme à travers une convention signée en 2012 avec l'ONG Winrock International. Pour ses responsables, les impacts sont sans conteste. Quand on parle d'autosuffisance alimentaire, il faut une bonne formation des techniciens. Parce que tout ce que nous venons de voir là, l'application des engrais, des engrais organiques, ça nous permet vraiment d'aller vite vers l'autosuffisance alimentaire. Et ceux qui sont en train de nous aider dans ce sens-là sont à remercier et à féliciter. Le programme Farmer to Farmer a été introduit en Guinée en 1996. L'ONG Winrock International assure la mise en œuvre sous financement de l'USAID. À l'issue de ce rendez-vous de partage d'expérience, de nouveaux objectifs sont fixés pour accroître les performances des acteurs à tous les niveaux. Grâce aux résultats qu'on a obtenus, l'USAID a renouvelé sa confiance à Winrock International et on a une nouvelle phase de 5 ans qui va démarrer le 1er octobre 2018. Et en plus de cela, nous allons aussi maintenant être responsables de la mise en œuvre des programmes Farmer to Farmer, surtout dans la région ouest africaine. Les résultats de la première phase de ce programme Farmer to Farmer sont concluants. Ces produits locaux exposés ici sur ces stands en sont une parfaite illustration. Éducation, la Guinée s'est engagée dans la lutte contre la sexualité précoce à travers le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Un nouveau programme est en cours de validation pour l'intégration de l'éducation complète à la sexualité dans le curricula scolaire. Le projet est financé par l'ONG Intra-Elf. Reportage Amadou Touré. Dans son programme de réforme et de modernisation, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, à travers la Direction nationale de l'éducation civique, ambitionne l'intégration de l'éducation sexuelle complète dans le curricula scolaire. En clair, il s'agit pour le département de préparer les jeunes à éviter les risques liés à la sexualité précoce. Nous avons eu le besoin de rendre notre programme conforme. C'est pour cela que nous avons fait appel à des expertises qui sont venues d'être cette fois-ci d'autres bailleurs de fonds comme Intra-Elf qui est venu nous aider à faire de ce programme un programme harmonisé, un programme qui prenne en compte les 8 notions clés de l'UNESCO. Ce programme d'éducation à la sexualité est important dans la mesure où il va permettre, une fois inséré dans le cursus scolaire, de canaliser nos jeunes apprenants. On va leur montrer les risques qu'ils courent en ne respectant pas les règles d'éthique et d'esthétique du point de vue du comportement face à leur avenir. Selon les résultats de l'enquête des ménages réalisée en 2016, en Guinée, plus de 54% des femmes âgées de 18 ans sont mariées ou ont été en union. Un taux inquiétant de précocité sexuelle avec des risques de transmission du VIH-Sida et de grossesse non désirée. Face à cela, le gouvernement et les partenaires techniques et financiers se mobilisent pour inverser la tendance. Expliquer aux jeunes comment ne pas avoir une sexualité précoce, premièrement, comment prendre en charge son propre corps, comment se planifier et comment éviter certains comportements à haut risque. Parce qu'une adolescente, pour moi, à 10 ans qui est enceinte, est une grossesse à très haut risque. Il s'agit en fait, dès le plus bas âge, de faire comprendre à l'enfant qu'il a un corps. Et à partir de ce corps, quelle prise de conscience prendre de ce corps et qu'est-ce qu'il faut faire de ce corps. Et comprendre le fonctionnement de son corps, de son organisme, et qui va lui permettre d'être quelqu'un qui pourra dire non quand il faut dire non. D'après les experts, la maîtrise de la sexualité précoce et la fécondité peut conduire à une diminution de la mortalité maternelle et infantile et à une stabilité progressive des naissances.
Éducation toujours, le Collège des étudiants des universités privées a un nouveau bureau. Son rôle, veiller sur l'amélioration de la qualité des programmes et le renforcement des liens entre les universités du pays. Les membres de ce nouveau bureau ont présenté ce samedi leur feuille de route aux représentants du ministère de l'Enseignement supérieur. Reportage Bernard Tonguido. Je jure devant Dieu. Ils s'engagent à fédérer leurs efforts pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement dans les universités privées. Ces étudiants, réunis au sein du Collège des universités privées du pays, œuvrent pour l'instauration d'une collaboration scientifique entre les institutions d'enseignement supérieur privées. Et ce travail, ils le font depuis 3 ans. Il y a eu tellement de crises au niveau de l'éducation nationale. Le Collège des étudiants des universités privées, nous nous sommes réunis avec nos amis du collectif des étudiants des universités publiques de Guinée pour créer ce qu'on appelle ici la coalition des élèves étudiants de Guinée, dont moi-même j'étais le premier porte-parole. Pour poursuivre l'initiative, un nouveau bureau est voté à la tête du Collège des étudiants des universités privées. Les nouveaux dirigeants ne manquent pas de détermination. Nous allons ensemble avec l'équipe, la nouvelle équipe élue, faire passer le message dans toutes les universités privées que dorénavant il y a une structure qui doit être informée de tout ce qui se passe dans les universités privées. Et ça, c'est en renforçant un peu nos capacités dans chaque université privée, ce que nous appelons renforcer les bases. Nous avons 2 représentants par université, mais nous allons accroître ce nombre-là pour que les membres du collège des étudiants siégeant dans les universités puissent être un peu plus nombreux pour cerner les problèmes des étudiants. Autre chantier pour le collège des étudiants, la promotion du sport et de la culture interuniversitaire. Dans le même volet, l'université Alimar de Guinée se dote d'un siège flambant neuf. Le local est situé à Imbaya-Faban dans la commune de Matoto. La nouvelle institution va recevoir plusieurs étudiants dans les domaines scientifiques et islamiques. Cette cérémonie d'inauguration a été aussi marquée par la remise de diplômes des sortants de ce temple du savoir. Diamoukaba. À Imbaya-Faban Tandene, l'université Al-Imara, délocalisée. Après avoir été longtemps installée à Imbaya-Bafon, avec son nouvel emplacement, elle est disposée désormais à accueillir plus d'étudiants avec un champ d'action beaucoup plus étendu dans la diversification des offres de formation. L'ambition des encadreurs, accompagner les politiques publiques dans l'amélioration de la qualité du système éducatif de la langue arabe en Guinée. On a 4 départements maintenant. 2 départements en français, le MIAGE et l'administration des affaires. Une salle qui est spéciale pour le MIAGE et une autre salle comme un centre d'informatique pour former les gens là-bas. Les atouts de l'université, 1, il y a l'enseignement de la langue arabe. Deuxièmement, la propagation de l'islam. Parce qu'en dehors des cours scientifico-techniques qui se dispensent, il y a une éducation religieuse aussi au sein de l'école, ce qui est fondamental pour la jeunesse actuelle. Son inauguration coïncide avec la sortie de la 9e promotion de l'institution. Au terme de 3 années académiques bien remplies, ces nouveaux diplômés en sciences de l'éducation et études islamiques reçoivent leur diplôme. Ce rendez-vous annonce le début de leur carrière professionnelle dans les domaines de la spiritualité, de la chronique, théologie et des débats islamiques. Une nouvelle dynamique qui compte répondre aux soucis du ministère de la Jeunesse dans la formation des jeunes et leur employabilité, grâce à l'atout de la langue arabe. Je suis content d'avoir ce diplôme-là après 3 années d'affilée au compte de cette université. Je remercie le bon Dieu, je remercie mes parents, je remercie, n'est-ce pas, mes encadreurs au niveau de l'université. Qu'à cela ne tienne, je compte non seulement créer ma propre entreprise et au fait évoluer dans le cadre de l'agriculture et autres. C'est un bonheur pour la jeunesse guinéenne que d'être bien formée, que d'avoir des valeurs morales spirituelles pour être de bons acteurs de développement au service de la nation, pour faire en sorte que la Guinée soit un pays véritablement uni, démocratique et prospère. La rencontre a été marquée par la présentation des cantiques islamiques pour savourer les résultats des évaluations. Des retrouvailles qui ont également permis de revisiter les étapes des années écoulées et des actions menées par l'institution depuis 12 ans. Pour cette nouvelle aventure, encadreurs et parents se disent confiants quant à l'avenir de ces nouveaux professionnels.
Au niveau du ministère de la Défense nationale, la 16e promotion du certificat d'aptitude technique niveau 1 a bouclé sa formation au centre d'infanterie du kilomètre 36. L'objectif de ce stage était de renforcer les capacités opérationnelles des jeunes militaires. À l'issue de ce cycle, ils sont appelés à réussir notamment les missions d'un chef d'équipe au combat. Reportage sergent-chef Alassane Diaby. La préparation d'un militaire à commander des hommes à quelque niveau que ce soit nécessite une solide formation. C'est pourquoi ces 407 militaires venus des unités de l'armée de terre ont appris pendant 4 mois les connaissances militaires d'ordre général et tactique, leur permettant de commander une équipe au combat, mais aussi jouer le rôle d'un gradé de contact au sein d'un corps de troupes. Prévu pour une durée de 4 mois avec un volume d'horaire de 576 heures. Le cours de CA1 s'est déroulé dans les meilleures conditions grâce au concours de la hiérarchie militaire pour son soutien moral, matériel, financier et la détermination de l'encadrement du CI km 6. Au retour dans vos unités respectives, prouvez à vos chefs que vous êtes des hommes nouveaux ayant acquis de nouvelles connaissances afin de contribuer efficacement à l'épanouissement des forces armées guinéennes. Car vous constituez désormais la cheville ouvrière d'une armée professionnelle, disciplinée et soumise à l'autorité civile légalement établie. Assurer une formation de qualité aux militaires est le credo de l'état-major de l'armée de terre. Au nom du chef d'état-major de l'armée de terre, l'objectif principal du stage est la formation des jeunes gradés que vous êtes. Sans risque de me tromper, j'affirme ici que le stage a été à la hauteur des attentes de la hiérarchie militaire. De 2011 à nos jours, le centre d'instruction d'infanterie du kilomètre 36 a formé 10 promotions au certificat d'aptitude technique du premier degré. Une dynamique qui s'inscrit en droite ligne de la réforme du secteur de sécurité en cours dans le pays. La journée internationale Nelson Mandela est célébrée le 18 juillet de chaque année afin de commémorer la contribution de ce grand homme militant de la cause anti-apartheid et premier président noir d'Afrique du Sud. En Guinée, l'événement a été placé sous le thème Nelson Mandela, vie et combat d'un homme d'État. Reportage lancé Kamisoko Aziz Baldé. Journée Mandela ou Mandela Day est célébrée ce 21 juillet au Centre international de recherche et de documentation d'Équipi. Vie et combat d'un homme d'État est le thème de cette conférence débat. De sa naissance à sa mort en décembre 2013, en passant par sa rentrée en politique, toutes les grandes étapes de la vie de Mandela ont été passées en revue. He was one of those people who exemplified, who was an example of a leader in the struggle to liberate people. Because Mandela taught people that you as a leader. Enseigner le principe de la modestie. Les gens sont au-dessus de vous, vous resterez toujours humble et modeste. Et en tant que leader, c'est l'une des choses que vraiment que nous avons beaucoup plus retenu de Nelson Mandela. Mandela taught that to the world. Modesty. That was the principle he taught to the world. La Guinée est l'un des pays qui ont soutenu Madiba. L'on se rappelle du rôle qu'a joué la Première République dans l'abolition de l'apartheid. Sur le plan de la formation, nous avions encore à l'université Gamal Abdel Nasser ici des jeunes boursiers, donc c'est la Guinée qui paye la bourse, et d'autres aussi, donc certains jeunes encore de l'ANC qui étudiaient dans d'autres universités à travers le monde, dont la Guinée aussi paye la bourse. Nelson Mandela s'est inspiré d'autres comme Mahatma Gandhi, comme Martin Luther King. C'est un partisan de la non-violence. À travers cette commémoration, le Centre international de recherche et de documentation entend promouvoir et pérenniser l'héritage de Nelson Mandela et ses compagnons. Coup de projecteur ce soir sur la Blue Zone de Kaloum où des personnes porteuses de handicap prennent leur destin en main et se battent pour sortir de la pauvreté en s'investissant dans la cordonnerie. Elles étaient dans la rue mais aujourd'hui elles servent de modèle dans la lutte pour l'autonomisation des personnes porteuses de handicap. C'est le grand format du jour, il est signé Kernos Mandialo. Quand nous braquions pour la première fois une caméra sur leurs activités à la Blue Zone de Kaloum il y a 2 ans, ces personnes à mobilité réduite travaillaient dans des conditions rudimentaires avec un maître cordonnier, mais avec la détermination d'aller jusqu'au bout et de faire comprendre qu'être porteur d'handicap n'est pas une fatalité.
Que sont-ils devenus? Quel changement est intervenu dans leur quotidien? Pour le comprendre, nous revenons aujourd'hui au même lieu, un espace mieux aménagé, plus équipé avec un nouveau maître. Un des apprentis d'hier tient désormais les rênes de la production des chaussures en cuir. Visiblement, le pari est réussi pour ce groupe qui se dénomme Wakilare, autrement dit courage. Nous sommes très fiers parce que la vie d'avant et la vie d'aujourd'hui fait beaucoup de grandes différences. Donc c'est une fierté pour nous. Et lorsque on a quitté la route pour être dans la joie, dans la paix, et comme trouvé, nous sommes en activité, et cette activité, je suis très fier de la pratiquer. Avec ce métier, plus besoin de mendier dans la rue. Je m'applique et je m'en sors franchement bien et je poursuis mon aventure. À l'origine de cette initiative, un bienfaiteur italien qui, lassé de faire des dons, décide de donner un coup de pouce à 2 personnes porteuses de handicap pour tenter une nouvelle expérience qui leur permettrait d'être autonomes. Aussitôt proposé, aussitôt accepté, de passage dans l'atelier, c'est avec fierté qu'il échange avec les cordonniers et mesure l'impact du travail accompli en 24 mois. Ils avaient besoin simplement d'une opportunité, de créer un environnement, un contexte qui leur donnait la possibilité de montrer qu'ils sont capables, comme tous les autres, d'apprendre un boulot, d'apprendre à lire et écrire, de bien travailler et finalement de se gagner de l'argent pour eux-mêmes, pour leur famille. Et ils ont commencé à se marier, à avoir des enfants. À quelques kilomètres non loin de l'hôpital Ignace Dine, une boutique Wakilare où sont vendus les produits artisanaux fabriqués à l'atelier. Et pour les diversifier, au-delà du cuir, au-delà de la cordonnerie, nous faisons de la maroquinerie, on appelle ça la maroquinerie, la fabrication des sacs. Et nous faisons également la fabrication des sacs par nos tissus africains. Regardez par exemple cet autre. Vous voyez? Ça c'est africain, le produit africain. Nous avons la peau, nous avons les coris dessus. Ça, c'est plus que jamais très bien. Et ça, c'est le goût des partenaires, des touristes qui viennent dans notre pays. En 2 ans, Wakilare a fait un chiffre d'affaires de près de 100 millions de francs guinéens. Le nombre d'employés est passé de 2 à 15. Plus important, la dignité recouvrée pour les travailleurs et le message qu'ils adressent aux nombreuses personnes porteuses de handicap en situation de mendicité dans la rue. Des résultats qui poussent à la joie et c'est dans un stade de football qu'ils l'expriment. Une belle manière de fêter 2 ans d'existence pour promouvoir l'inclusion sociale, combattre les préjugés dont sont victimes leurs semblables et leur redonner l'espoir. Juste montrer un signe que nous sommes des personnes handicapées. Cela n'est pas dit que nous sommes liés à la mendicité. On ne peut pas faire autre chose. Et c'est tout ce que nous venons de voir comme démonstration pour vous montrer que des personnes handicapées aussi sont des personnes comme des personnes valides. Ça va aider à augmenter l'estime de soi. Je rappelle que nous sommes avec des personnes qui doutent de leurs capacités, de leurs compétences, de leurs habiletés. Et parfois même d'un type de génie qu'on ne parvient pas à bien découvrir. Donc, et là, on voit que l'occasion leur est donnée pour extérioriser ces capacités-là qui sommeillent en elles. En 2019, tout en renforçant leur implication dans la promotion de l'artisanat, ces personnes porteuses de handicap comptent explorer un autre domaine d'intégration, celui de la réparation des smartphones et ordinateurs, un projet qui devrait occuper d'autres porteurs de handicap avec pour objectif les sortir de la rue. Page noire, la RTG est en deuil. Agafanta Condé du service des langues nationales a tiré sa révérence hier vendredi des suites d'une crise cardiaque. Agafanta Condé était locutrice en langue konya à la radio et à la télévision nationale depuis une dizaine d'années. On écoute la voix du konya pour la dernière fois. Moba de makia manam soma fenfeni magiro bikiti omalo mola ka fo bade nyane kanende yani singi folila ka be ayatu malo kunyumama ay haketo ayitu malo sandile bana sandile nala o ma wolo mo fabara kan vola wu na kane langue nationale mo wule mo dondo wule talu kurani ka o kono ngise kuma donke agni. Je vous rappelle le programme des funérailles de notre consoeur Agafanta Condé Konya.
Dimanche 22 juillet 2018, 9h, levée du corps à la morgue de Donka. 10h, 12h, symposium de reconnaissance à la RTG Koloma. 13h, 14h, prière funéraire à la grande mosquée Faisal de Conakry. 14h, inhumation au cimetière de Cameroun. Que l'âme de Tanti Fanta Konia repose en paix. Amen. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Bonsoir et à demain.